Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Déjà, je suis très honorée. J'ai toujours fait un peu de chirurgie, de loin ou de près. Toujours un peu de chirurgie dans les sociétés dans lesquelles j'ai appartenu, que ce soit Boston Scientifique, Métronique, qui est là, ou Général Electric Esquire. J'ai écouté attentivement depuis ce matin, et tout à l'heure d'ailleurs, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment là qu'on est ensemble, même si c'était que 14 heures, et je pense que c'était vraiment extrêmement riche. Avec ma position en tant que SNITEM, moi je suis plutôt une généraliste. Je ne vais pas évidemment rentrer dans tous les détails, mais il y a quelque chose qui m'a frappé que tout à l'heure Jean-Pierre Coffinel a dit. On ne va pas pouvoir aller plus loin sans les infrastructures, ce qui est une réalité, j'en ai une conviction. Je pense qu'on l'a tous, et on en a beaucoup parlé. Les infrastructures, il y a les tubes, comment ça passe, il y a la donnée, et c'est un sujet sur lequel on travaille. En tant que SNITEM, je dirais, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin si on continue à passer uniquement notre temps à parler de finances et à travailler sur le PLFSS, raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de gens ne sont pas là aujourd'hui, puisque c'est la priorité du moment. Et je vais mettre un pavé dans la mare, parce qu'en fait, je pense qu'il y a, et on en est tous convaincus, on l'a entendu depuis tout à l'heure, que ce soit en termes d'innovation, que ce soit en termes d'accès, on pourrait faire des économies d'une façon qu'on pourrait réinjecter ailleurs si on s'efforçait tous ensemble de convaincre en fait que les industriels ne sont pas responsables de tous les maux, mais que les industriels, si on travaille tous ensemble, sont responsables des solutions en fait, pour pouvoir justement mieux traiter nos patients différemment et à des coûts différents. Ça fait des années qu'on en parle, mais il y a un moment où il va falloir que ça change. En pause tout à l'heure, je pense qu'on avait tous l'impression que peut-être ce n'était pas demain la veille, malheureusement, et que les jours allaient être un peu plus sombres. Pourquoi je commence par ça? Parce que qu'est-ce que représentent les industriels? C'est à peu près 1450 sociétés en France. C'est 88 000 employés. C'est 93% de PME. On a parlé beaucoup de start-up tout à l'heure, parce que là aussi, ça semble toujours plus facile de dire on va collaborer avec les start-up. Je pense que la première chose qu'il faudrait qu'on soit tous convaincus pour l'innovation, pour l'accès, c'est qu'il faut surtout collaborer avec toutes les sociétés et celles qui ont les compétences. Et peu importe leur taille, et quitte à choquer quelques personnes, d'ailleurs, peu importe qu'elles soient françaises ou pas françaises, parce que même dans la définition de ce qu'est une société française, il y aurait beaucoup à dire. Le chiffre, c'est plus de presque 31 milliards d'euros qui est fait. Et c'est plus de 10 milliards à l'export. Donc quand on s'intéresse autant au PLFSS, donc à l'économie, je pense qu'il faudrait aussi qu'on arrive à intégrer ce point-là. Je ne rentrerai pas dedans, mais peut-être que d'ailleurs mon collègue de France Biotech le fera aussi. C'est quand on parle d'innovation et quand on parle d'accès, il y a un point aussi qu'il va falloir qu'on arrive à se mettre en tête, c'est qu'on ne peut pas faire de copier-coller entre le medical device et entre le médicament. Voilà. Et oui, vous êtes tous d'accord, mais on en est toujours là à notre époque. Et le PLFSS, et toute la problématique du PLFSS actuellement, est là-dessus, la fameuse clause de sauvegarde qui n'a aucun sens en fait pour le dispositif médical. Et moi, ça fait à peu près 3 semaines que tout ce qu'on me fait lire, tout ce qu'on me fait relire, tout ce qu'on me fait corriger est sur la clause de sauvegarde. Et là, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure parce que ce n'est pas le sens de l'histoire. Ce n'est pas ça qui va permettre en fait d'accélérer l'innovation et qui va permettre d'accélérer l'accès au marché. Cela étant dit, je voudrais aussi reprendre un point français qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a un peu la place de la France. La France est une terre d'innovation. Et toutes les personnes qui sont dans la salle nous le montrent. Quand je suis arrivée tout à l'heure, quelqu'un a dit Eric Gilbert est ton chouchou. Alors je ne sais pas si c'est mon chouchou, mais en tout cas, je pense qu'il représente très bien l'innovation. Monsieur Brice Gaillet, je ne sais pas s'il est encore là, mais je pense qu'il n'y a pas de plus grand homme. Le CRT, c'est évidemment la France. La stimulation cérébrale, c'est la France. Voilà. Donc,
la France est une terre d'innovation, donc je pense que l'enjeu, et c'est la même en chirurgie, comment on s'assure que la France va rester cette terre d'innovation. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Ensuite, quand on parle d'innovation et d'accès, on pense souvent à l'innovation technologique, et là aussi, on l'a vu dans les discussions depuis tout à l'heure, c'est tout ce qui est innovation organisationnelle, en fait, et être absolument convaincu que tout est lié. Et là encore, en tant qu'industriel, on essaie de nous mettre en dehors de cette innovation organisationnelle. C'est toujours extrêmement compliqué. Alors déjà, on est dans un pays où le parcours est extrêmement compliqué, et pas faute que beaucoup de gens aient essayé de travailler dessus. Et pourtant, depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui sont passées sont évidemment passées du diagnostic, comment on prend en charge la personne, comment on va l'accompagner. Donc, si on n'arrive pas à travailler sur ce parcours, on peut faire autant d'économie que l'on veut, on peut parler autant d'innovation, on peut parler autant d'accès au marché, on ne va pas y arriver. Donc ça me semble aussi un point important. Innovation technologique, innovation organisationnelle. Et un mot, j'étais au ministère la semaine dernière, la fameuse fongibilité des enveloppes. Si nous n'arrivons pas à faire passer les budgets d'un endroit à un autre, j'allais dire en conscience, là aussi, nous ne trouverons pas la solution. Tout à l'heure, vous avez parlé des PHRC, du forfait innovation. On parle beaucoup de temps sur des choses qui ne font pas avancer. Le forfait innovation, vous ne l'avez pas dit, mais je peux le dire, j'étais la première société à l'avoir déposé, je suis la première personne à l'avoir retiré. Et en effet, ce n'est pas comme ça qu'on a eu la mise sur le marché. C'est grâce aux patients, d'ailleurs, puisque c'était dans le diabète. Je voudrais aussi rappeler un point quand on parle d'innovation et d'accès, et c'est au final qui me rappelle tout le temps, c'est la formation. Parce qu'on peut avoir les meilleurs produits, on peut avoir les meilleurs docteurs, on peut avoir les meilleurs parcours. Si on n'a pas la formation, alors en effet, tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait peut-être pas besoin de formation sur le robot de M. Gaillet. C'est quand même plutôt une exception, d'ailleurs. Et on est plutôt quand même dans l'accompagnement de la formation et la formation continue. Un troisième point qui me semble vraiment important, qu'on n'a pas encore justement réussi à mettre suffisamment en avant, c'est le fait que le dispositif médical soit extrêmement structurant, en fait, dans l'ensemble de notre système de santé. Je dis toujours, on peut avoir les meilleurs médecins qui soient, et on a, vous en êtes la preuve, les meilleurs médecins. On peut avoir les meilleurs paramédicaux, on peut avoir les meilleures structures privées, on peut avoir les meilleures structures publiques, et je pense que la chirurgie le représente parfaitement. Si on n'a pas de dispositif médical, il n'y aura pas d'innovation. Et ça, je pense qu'on a encore énormément de progrès à faire sur ce point-là. En termes de transformation, et j'allais dire que là je vais mettre un petit pic parce que je sais que c'est toujours des sujets difficiles, mais on le voit par exemple, le passage de la chirurgie traditionnelle au TAVI, ça a été l'une des plus grandes transformations. Il y en a bien d'autres, mais c'est celle que je garde en tête ayant un passif très cardiologique. J'ai beaucoup aimé les discussions tout à l'heure sur la chirurgie et l'anesthésie, puisque quand j'étais en chirurgie c'était ça, et c'est pareil entre les cardiologues et les chirurgiens en fait. C'est comment est-ce qu'on est capable de passer à des façons différentes de travailler. Et ça, c'est la principale, j'allais dire, accès de l'innovation pour les patients. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de l'ambulatoire. Donc, j'aime bien aussi rappeler ce chiffre. Hein. C'était en 2012, 50% d'ambulatoire et en 2022, 70% d'ambulatoire. Donc, quel sera-t-il en 2030? J'en sais rien, mais on sera certainement voilà, très proche peut-être des 90. Alors, quels sont les enjeux? On en a parlé, il y a l'évaluation des dispositifs médicaux qui posent des défis extrêmement importants. Alors on a parlé des essais cliniques, en effet, souvent randomisés et quasiment impossibles en chirurgie. Moi j'ai commencé presque par la chirurgie, il y en a quelques-uns dans la salle qui vont se rappeler de moi quand j'arrivais avec ma sonde d'électrophysiologie en chirurgie cardiaque il y a 30 ans, on était très loin de l'étude randomisée. Hein. On dessinait des lignes sur un document et on se demandait si on allait les faire. On est extrêmement loin de ça, mais il y reste encore beaucoup de travail à faire. Alors évidemment, souvent pas possible pour des raisons éthiques, on l'a dit, et donc il est crucial de développer des méthodologies alternatives, telles que les données synthétiques, je crois qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure,
et artificielle. Et le groupe robotique du SNITEM, on a beaucoup parlé, ça c'est quelque chose que le SNITEM porte, de définir des actes traçants pour une évaluation en vie réelle via les données du SNDS. Donc ça, c'est des choses que le SNITEM porte et comment on peut accélérer en fait cette problématique qui en chirurgie est une problématique absolument importante. Donc on l'a dit, hein, c'est valable en endoscopie, c'est valable en robotique et c'est vraiment valable dans beaucoup d'autres environnements. Le SNITEM a aussi mis en lumière les dysfonctionnements persistants dans la procédure d'évaluation et d'inscription des actes médico-chirurgicaux. Donc là, très clairement, la problématique des actes en France, et je pense que ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, elle amène à des retards d'accès au marché pour les technologies au détriment des patients. Et pour être absolument pas politique, des fois on a quand même l'impression que c'est même fait exprès pour retarder en fait la mise en place de ces innovations dans notre système et donc retarder la prise en charge. Donc le SNITEM, et on l'a publié, appelle à une réforme profonde de cette procédure en insistant sur deux axes majeurs, la transparence et les délais. Il a été proposé d'introduire une étape préalable de création d'un code traçant non tarifiant avant la demande de création de l'acte, qui donc permet aux entreprises, ou permettrait aux entreprises des dispositifs médicaux, de présenter des dossiers de création de codes traçants et d'actes nécessaires, et donc de fixer des délais à toutes les étapes du processus. La transparence dans le processus d'évaluation et de hiérarchisation de la tarification des actes est également essentielle avant la publication des décrets d'application, qui sont souvent manquants, et à la poursuite du chantier de l'accès précoce des dispositifs médicaux. Donc ça, en termes d'actes, c'est vraiment les points sur lesquels on s'appuie. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, je pense qu'il est aussi un point important, c'est tout le travail qui avait été fait sur le value-based care. Il y a aussi beaucoup à faire en chirurgie, avec les équipes de Strasbourg qui ont été aussi très moteurs. Je vois de plus en plus de jeunes étudiants remettant en place la place de cette VBHC en fait, qui m'appellent en disant « Tiens, vous avez travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années, comment on remet vraiment en place le patient, ce que ça apporte et l'intérêt du patient ?» Et je pense qu'en chirurgie, il y a énormément de choses aussi que l'on pourrait faire là-dessus, qui pourraient peut-être aider aussi à accélérer en fait l'innovation et l'accès au marché. Alors après, il y a évidemment toute cette problématique, on en a parlé un petit peu, du MDR, et évidemment de tout ce qui va tourner aussi autour de la RSE, qui sont des éléments indispensables, pour la sécurité des patients, qui sont des éléments indispensables pour la sécurité de notre planète, ce qui est une problématique importante dans le domaine dans lequel on est, parce qu'avec autant de PME et de PMI, évidemment, ce sont des problématiques économiques et ce sont aussi des problématiques d'humains. On en a parlé tout à l'heure. Pour travailler sur tous ces sujets, il faut pouvoir rémunérer les gens, mais surtout, il faut pouvoir trouver les personnes. Donc, si je résumais, les enjeux en termes d'innovation chirurgicale pour les industriels et l'accès au marché est rarement un long fleuve tranquille. Ça prend énormément de temps. On pourrait avoir donné beaucoup d'exemples où des innovations ont mis plus de 10 à 15 ans à être sur le marché. Après ces 10 ou 15 ans, ils étaient sur le marché, mais il n'y avait pas forcément de création d'actes, donc il n'y avait pas forcément de volume, ce qui évidemment est une problématique pour une entreprise. Et quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, et là ce serait presque un appel, on le dit, et merci en fait à la société qui je pense est très différente, c'est de travailler ensemble, public, privé, associatif, patient, industriel, et ça je vous remercie parce que je pense que c'est une grande différence, et si on n'arrive pas à mettre ça en œuvre, on ne pourra pas continuer à mettre ces innovations sur le marché français. Et je pense qu'il y a urgence parce que notre gouvernement nous oblige à faire des stocks. C'est valable dans le médicament, ça va être valable dans le DM, et à un moment, ça ne sera pas une problématique de stock. Ça va être une problématique de est-ce qu'on est en capacité à pouvoir mettre ces innovations, ces dispositifs médicaux dans nos pays, au service de nos patients, et donc est-ce que vous puissiez travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci.